Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, exécution, cocaïne et fausses pistes, qui en voulait au boulanger parisien? Des fausses pistes en cascade, des manipulations et des personnages à la vie tumultueuse et ornés de secrets. Le mardi 17 mai 2005, en début d'après-midi, un homme qui promène son chien dans un bois du Val-de-Marne, à Sucy-en-Brie, contacte la police. Il vient de faire une découverte terrifiante. Le cadavre d'un homme gisant dans une mare de sang. Sucy-en-Brie, une petite commune rurale située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Paris, n'a pas l'habitude de ce genre de faits divers. C'est une ville tranquille, résidentielle, accolée à une grande forêt. La brigade criminelle est saisie. Quand les policiers arrivent sur place, ils découvrent en effet le cadavre d'un homme. Il est allongé sur le ventre, sur un sentier, à moins de 100 mètres de l'entrée du bois. À l'arrière de son crâne, on distingue 3 impacts de balles. La victime porte un jean, un blouson de motard et un sac à dos. À sa gauche, il y a un casque de moto avec une paire de gants roulés à l'intérieur. En bougeant le corps, les policiers retrouvent une cigarette Marlboro à filtre jaune, à peine entamée. Ils recueillent également 3 traces suspectes de poudre blanche à proximité du cadavre. Les premières analyses révèlent que la cigarette Marlboro a été fumée par la victime elle-même et que la poudre blanche n'est rien d'autre que de la cocaïne. Une expertise toxicologique démontre en revanche que la victime n'en a pas consommé juste avant de mourir. En plus des impacts de balles qui ont été tirés avec une même arme, le médecin légiste note l'existence de lésions avec 4 hématomes au niveau du nez. Elles sont compatibles avec une chute et l'homme est mort immédiatement, entre 3h et 4h du matin. Les experts ne sont en revanche pas capables d'affirmer s'il se trouvait déjà au sol ou non au moment des tirs. Rapidement, la victime est identifiée. Il s'agit de Christophe Bell, un homme de 40 ans, vivant dans les Hauts-de-Seine et travaillant à Paris. Sur la scène, d'autres ADN sont prélevés, mais ils ne matchent avec aucun individu répertorié dans les fichiers nationaux. La moto rouge de Christophe Bell est retrouvée sur un parking à la sortie du bois, alors qu'il n'avait a priori aucune raison de se rendre dans ce secteur. Pourquoi s'est-il retrouvé là ? Damien, Christophe Bell travaille dans une boulangerie du Marais. Oui, rue Vieille du Temple, dans le 4e arrondissement de Paris. Alors, le Marais, c'est un quartier très touristique, et d'ailleurs très fréquenté, y compris par les touristes étrangers. Et il est pâtissier et gérant de la boulangerie L'Avion d'Hélice, qui est un établissement plutôt en vue dans le quartier. Christophe Bell, il a appris son métier chez Le Nôtre. Alors, Le Nôtre, c'est pas n'importe qui, c'est une légende de la pâtisserie. Les enquêteurs reconstituent son emploi du temps de la veille. Le lundi 16 mai 2005, il est arrivé à la boulangerie vers 4h du matin, ce qui est l'heure normale d'arriver dans les boulangeries. On arrive en général très tôt dans la nuit. Il a quitté la boulangerie peu après 13h pour se rendre à un rendez-vous dans un bar qui s'appelle La Passerelle et qui est situé à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Il est resté dans ce bar jusqu'aux environs de 17h15. Sa compagne, Sandrine, dit qu'il est ensuite rentré chez lui. Oui, à Courbevoie, toujours dans les Hauts-de-Seine, pas très loin de Colombes. Elle situe son arrivée vers 17h30. Elle explique qu'ensuite ils ont dîné ensemble vers 20h10 et qu'ils se sont couchés, quand lui s'est couché en tout cas vers 23h. Alors, il se lève tôt, on l'a dit, et il a expliqué d'ailleurs à Sandrine, sa compagne, ce soir-là qu'il devait se lever encore plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire vers 2h du matin, parce que certains apprentis de la pâtisserie avaient des examens à passer à l'extérieur et qui seraient donc absents, donc il fallait qu'ils travaillent plus tôt pour travailler un peu plus. Elle précise aussi qu'à 2h du matin, elle ne l'a pas entendu se lever. Les traces de cocaïne trouvées à proximité du corps laissent d'abord penser aux enquêteurs que Christophe Bell a été victime d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Mais des analyses plus poussées
démontrent qu'en plus de ne pas avoir consommé cette drogue dans les heures précédant sa mort, Christophe Bell n'a en fait consommé ni cocaïne, ni héroïne, ni amphétamine, ni cannabis dans les 6 derniers mois. Par ailleurs, tout son entourage assure qu'il n'a jamais pris de drogue. Enfin, la commune de Sucy-en-Brie et le bois du Piple en particulier où a été retrouvé Christophe ne sont pas connus pour être des lieux de trafic de stupéfiants. Rapidement, les policiers analysent la présence de cocaïne sur la scène de crime comme une mise en scène destinée à les mettre sur une fausse piste. Dès lors, ils envisagent un tout autre scénario. Et si Christophe Bell avait eu une double vie ? Ses comptes bancaires ainsi que ses relevés téléphoniques sont étudiés. Sans succès. Il apparaît que la victime n'a pas d'autre femme dans sa vie que Sandrine. C'est un homme fidèle et pas particulièrement séducteur. Le vendredi 20 mai 2005, 3 jours après la découverte du corps de Christophe Bell, Frédéric, un autre pâtissier, est interpellé. Frédéric a eu un différend avec Christophe Bell. Une sombre affaire de fausse attestation dans le cadre d'un litige commercial qui avait brouillé les deux hommes. Christophe Bell le suspectait d'avoir, en représailles, dégradé sa moto et vandalisé sa boulangerie du Marais. Rien n'a conforté ces présomptions, mais les enquêteurs font quand même de cet autre pâtissier leur tout premier suspect. D'autant qu'il a la particularité de vivre avenue de Bel Air, à Sucy-en-Brie, donc à 300 mètres à vol d'oiseau du bois de Piple. Sauf que Frédéric s'est séparé de sa femme et qu'il ne vit en fait plus là. Il s'est installé à Colombes, chez sa nouvelle compagne, et ne revient à Sucy que quelques heures par semaine pour voir ses enfants. Damien, il se trouve que ce fameux Frédéric a un alibi. Oui, parce que quand les policiers vont interroger sa nouvelle compagne, elle va certifier que Frédéric était avec elle en Normandie le lundi 16 mai et qu'ils sont rentrés ensemble à Colombes en fin d'après-midi vers 18h où ils sont restés ensemble toujours jusqu'au lendemain matin. Ces relevés téléphoniques à Frédéric, ils vont confirmer qu'il était bien en Normandie le lundi par la géolocalisation de son téléphone et en plus de tout ça, son ADN qui a été prélevé ne matche avec aucun de ceux qui ont été trouvés sur la scène de crime. Donc Frédéric, il est de plus en plus hors de l'affaire, innocenté, et il va lui-même confier aux policiers qui l'entendent que quelqu'un aurait pu avoir connaissance du litige qu'il avait avec Christophe Bell, de leur dispute, de leur brouille, et qu'il aurait pu faire venir Christophe Bell à Sucy-en-Brie afin de diriger les soupçons contre lui. Après cette explication, Frédéric, il est relâché par les policiers. Les enquêteurs effectuent des vérifications générales sur la vidéosurveillance du trajet qu'a dû emprunter Christophe Bell pour se rendre à Sucy-en-Brie à moto dans la nuit du 16 au 17 mai 2005. Oui, parce que ce déplacement de Christophe Bell à Sucy-en-Brie, il n'est pas logique. Christophe Bell, normalement, il quitte son domicile de Courbevoie pour aller à Paris travailler dans la boulangerie. Il n'a rien à faire sur la route de Sucy. Donc les policiers essaient de voir si il a pu être suivi, il a pu être emmené par quelqu'un. Alors, ils vont découvrir, par exemple, qu'un véhicule appartenant à un certain Bruno Quay, lui aussi boulanger, a été flashé sur le boulevard périphérique extérieur de Paris à hauteur de la porte de Passy le 17 mai à 4h27 du matin. On va auditionner ce Bruno ainsi que sa compagne, mais ça ne permet pas d'établir qu'il avait un quelconque lien avec Christophe Bell. Bon voilà, il y avait 2 boulangers sur le périphérique en pleine nuit, c'est pas vraiment une piste, et surtout il n'y a aucun mobile, aucun lien entre ce Bruno et Christophe Bell. Il ressort donc libre ce Bruno, et cette piste est elle aussi abandonnée. Les policiers perquisitionnent le domicile de Christophe Bell, et là ils découvrent une 3e piste. Ils vont découvrir donc, au cours de cette perquisition, plusieurs documents surprenants relatifs à une affaire criminelle datant de 1998, une affaire qui s'est passée aux États-Unis, mais qui mettait en cause Christophe Bell et un autre Français prénommé Fabrice. Les enquêteurs découvrent que Christophe Bell a un passé tumultueux. Avant de devenir un père de famille tranquille en France, il a été emprisonné 2 ans aux États-Unis au début des années 1980 dans le Connecticut, un État de l'Est des États-Unis. Dans son journal intime que les policiers récupèrent, il raconte cette période de sa vie et les démêlés judiciaires auxquels il a eu affaire avec un ami, Fabrice. Christophe et Fabrice se rencontrent en 1984. Fabrice est alors employé dans une boulangerie française du Connecticut qui appartient à l'oncle de Christophe. Les 2 hommes deviennent amis. Ils sont jeunes, profitent de la vie, font la fête.
Un jour, des policiers se présentent et arrêtent Christophe et Fabrice. Des étudiantes, rencontrées en soirée, sont allées porter plainte contre eux pour viol. Ils sont tous les deux placés en détention provisoire. Fabrice plaide coupable. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Christophe, lui, nie les faits. Après 1 an de détention, il est jugé et acquitté. Blanchi, Christophe rentre en France en 1992 pendant que son ami purge sa peine. Fabrice sortira finalement au bout de 9 ans. Aurait-il pu, pendant toutes ces années de détention, nourrir du ressentiment à l'égard de Christophe, au point de le retrouver près de 20 ans plus tard et de le tuer? La question se pose. D'autant que l'affaire ne s'arrête pas là. Pendant sa détention, Fabrice a été mis en cause par un compagnon de cellule pour le meurtre de Barbara Rousseau, une enseignante. Christophe Bell n'avait pas été poursuivi pour cette affaire et Fabrice a finalement été acquitté. Mais son ami aurait-il pu, par exemple, témoigner contre lui? Les enquêteurs se rapprochent de la justice américaine afin de savoir si Christophe a témoigné contre Fabrice pour sauver sa peau. Les autorités ne sont pas en mesure de répondre à cette question. Mais le procureur du Connecticut se rappelle de ces affaires et certifie que ce n'est pas le cas. Entendu, Fabrice affirme la même chose. Il n'avait selon lui aucune raison de vouloir se venger. Et d'ailleurs, depuis 1992, il n'a plus jamais été en contact avec Christophe. Damien, des articles de journaux de l'époque vont également dans ce sens. Oui, dans ces papiers, il ne ressort aucun élément en faveur d'une quelconque animosité entre Christophe et Fabrice à l'occasion de ces procédures judiciaires, de ces démêlés judiciaires aux États-Unis. Et en plus, concernant la journée du 17 mai 2005, la journée de l'assassinat de Christophe Bell, Fabrice, alors il est rentré en France depuis son séjour en prison aux États-Unis, il est aussi d'ailleurs boulanger, toujours, et lui, le jour des faits, il dit qu'il a travaillé dans sa boulangerie de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise entre 3h du matin et 15h, et qu'ensuite, il est sorti le soir en boîte de nuit. Le logement de Fabrice est quand même perquisitionné. Oui, on va quand même aller vérifier un certain nombre de choses chez lui, mais il n'y a aucun élément qui ressort de cette perquisition. Les policiers vont aussi analyser les communications passées et reçues par Christophe Bell, la victime, qui permet de s'assurer que dans les 2 mois précédant sa mort, il n'y a eu aucune communication enregistrée entre lui et Fabrice dans un sens ou dans l'autre. Donc aucun élément ne vient appuyer l'hypothèse de la présence de Fabrice à Sucy-en-Brie au moment des faits, et puis surtout d'un mobile quelconque, d'une intention quelconque de ce Fabrice. Et en plus, les ADN qui ont été prélevés sur la scène de crime ne correspondent pas à celui de Fabrice. Donc en clair, il n'y a plus aucun élément qui étaye cette hypothèse. Et cette piste-là, la piste de l'ami américain, l'ancien ami des États-Unis, est abandonnée. Ça ne s'arrête pas là, les enquêteurs étudient encore d'autres hypothèses. On ne va pas toutes les détailler parce qu'il y en a beaucoup, mais en effet, il y en a quelques autres. Les policiers vont notamment s'intéresser à un certain nombre d'employés de la boulangerie dans laquelle travaille et que gère Christophe Bell, pour voir s'il ne peut pas y avoir une animosité ou des employés qui auraient pu piquer un peu dans la caisse, qui auraient été surpris par Christophe Bell. Enfin, on va faire vraiment l'entourage professionnel direct de Christophe Bell, mais toutes ces pistes vont s'avérer vaines et vont être fermées quasiment aussitôt après avoir été ouvertes, jusqu'à une nouvelle piste qui, elle, va être ouverte grâce à l'analyse de la téléphonie de Christophe Bell. À 2h55, la nuit de sa mort, le pâtissier a laissé un message à son associé, un certain Xavier Philippe. Un message qui interpelle forcément, puisqu'il dit dans ce message « Bon ben, à tout de suite, je suis là dans 15 minutes, salut ». Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, exécution, cocaïne et fausse piste, qui en voulait au boulanger parisien. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.